Bienvenue à tous dans cette seconde partie de la revue de presse consacrée à la géopolitique et l'économie. Alors bien sûr, nous avons de nouveaux développements au Moyen-Orient concernant le conflit israélo-palestinien, puisque le gouvernement de coalition Benny Gantz, Benjamin Netanyahu, souhaite annexer la Cisjordanie, bien évidemment, provoque la colère du roi de Jordanie Abdallah II. Ajoutons à cela la mort étrange du nouvel ambassadeur chinois d'Israël juste après le passage du secrétaire américain Mike Pompeo. Pour mieux comprendre cette tension géopolitique, historique, ancestrale si j'ose dire, il est temps de faire une rétrospective pour comprendre l'origine de cette colonisation israélienne. Sur Alter Info, un très joli résumé de Thierry Messant. La décolonisation d'Israël a commencé. C'est vraiment un très bel article. Je vous invite à lire en intégralité, bien sûr. C'est vraiment fantastique, vraiment. Ça résume parfaitement bien ce qui se passe avec cette colonisation anglo-saxonne. En réalité, voilà la quintessence, c'est fabuleux. Voilà 3/4 de siècle qu'une colonie anglo-saxonne devenue un arsenal US tente de conquérir toutes les terres du Nil à l'Euphrate. L'Égypte, la Palestine, la Jordanie, le Liban, la Syrie, une partie de l'Irak. Quand on voit ces pays, ce qui s'est passé, voilà, ça nous fait penser à la géographie un peu du Grand Israël. Et voici quelques années que des citoyens de cette même colonie aspirent à la transformer en un État normal. Ce conflit d'un autre âge a franchi une étape avec la nomination d'un gouvernement bicéphale. Deux premiers ministres représentant les deux visions politiques vont se paralyser mutuellement. Les seules avancées ne pourront être qu'en matière sociale et de santé, accélérant encore la modernisation de la société et donc la fin du fantasme colonial. C'est possible, hein, on verra ce qui va arriver. C'est vraiment intéressant avec ce gouvernement de cohabitation en Israël. C'est intéressant par rapport à ce qui peut arriver. La quintessence, comme d'habitude, l'appel du général Ehud Barak d'en finir avec Benjamin Netanyahou par la voie judiciaire a échoué. Les partisans du rêve colonial sont toujours là. Ils ont plongé leurs concitoyens dans une sorte d'effroi en leur persuadant qu'ils sont menacés par les étrangers. Comme au temps des ghettos pour les protéger, ils les ont enfermés derrière un mur qui les sépare même de leurs concitoyens arabes. Rappelons qu'Israël n'est pas le produit de la culture juive, mais de la volonté des puritains anglais. Et oui. Dès le XVIIe siècle, Lord Protector Cromwell s'engagea à créer un État juif en Palestine. Thème qui ne fut pas repris lors de la restauration dynastique au XVIIIe siècle. Les leaders de la guerre d'indépendance US, héritiers de Cromwell, se prononcèrent également pour cette création, de sorte que le Royaume-Uni et les États-Unis sont les parrains naturels de cette entité. Au XIXe siècle, le Premier ministre de la reine Victoria, Benjamin Disraeli, théorisa le sionisme comme instrument de l'impérialisme britannique et inscrivit la restauration d'Israël au programme du Congrès international de Berlin de 1878. À cette époque, aucun juif ne soutenait ce projet farfelu. Eh oui. C.C. Roth fut le premier ministre de la colonie anglaise du Cap, Afrique du Sud. Il créa la compagnie diamantaire de Beers et donna son nom à la Rhodésie. Les statuts de l'agence juive sont juste un copier-coller de ce qu'il rédigea pour la colonisation de l'Afrique australe. Il a fallu attendre l'affaire des Frusses en France pour que Theodor Herzl s'engage à convertir la diaspora juive au sionisme anglo-US. Il conçut un système colonial sur le modèle de celui mis en pratique par Cecil Rhodes en Afrique et parvint à rallier progressivement de nombreux intellectuels juifs athées. Lorsque les gouvernements britanniques et états-uniens furent occupés par les puritains, David Lloyd George et Woodrow Wilson, durant la Première Guerre mondiale, un accord fut conclu entre les deux pays pour créer Israël. Le principe d'un foyer national juif fut rendu public par une lettre du ministère des Affaires étrangères, Lord Balfour à Lord Rothschild. Puis le président Wilson fixa officiellement la création d'Israël comme l'un des 14 buts de guerre des États-Unis. À la conférence de paix, l'émir Faisal souscrivit au projet sioniste et s'engagea à le soutenir. Des Juifs commencèrent à coloniser la Palestine mandataire avec l'aide de la bourgeoisie locale, mais au détriment du petit peuple, puis à s'émanciper de Londres. En 1948, un Juif athée, Ben Gourion,
précédent, cette fois 5 ans, le modèle rhodésien proclama l'indépendance d'Israël avant que les Nations Unies n'en aient défini les frontières. Ce n'est qu'alors que les rabbins apportèrent massivement leur soutien au projet colonial. Pour terminer, ces deux derniers paragraphes, depuis 72 ans, la Palestine endure une guerre perpétuelle. À l'issue de plusieurs vagues d'immigration successives, l'État d'Israël s'est inventé de toutes pièces une culture autour d'un peuple imaginaire, incluant des ethnies allant du Caucase à l'Éthiopie, d'une langue artificielle. L'hébreu actuel n'a pas grand rapport avec le patois antique et s'écrit en caractère araméen, et d'une histoire fictive malgré les objurgations de l'UNESCO. On a confondu l'antique cité-État de Jérusalem avec l'État d'Israël. L'assimilation de cette création intellectuelle au projet colonial puritain s'est solidifiée autour d'une interprétation sacralisée de certains crimes nazis qualifiés d'holocauste par les puritains et de Shoah par les juifs. Rien dans cette construction factice ne résiste à l'analyse. Tout y est fait pour accroire en la continuité d'un peuple et d'un État, alors qu'il s'agit, en réalité, effectivement, qu'il ne s'agit que d'une colonie anglo-saxonne. C'était quand même important de faire cette rétrospective historique par rapport à ce qui se passe. C'est très important. Cette séquence-là, elle est globale, est très, très, très importante. Alors, pour comprendre ce qui se passe, le roi de Jordanie, sur timeofisrael.com, le roi de Jordanie avertit d'un conflit massif si Israël annexe la Cisjordanie. Le roi Abdallah II n'exclut pas de suspendre l'accord de paix avec l'État juif, et insiste sur la solution à deux États comme étant la seule façon d'avancer. Donc là, nous voyons le Premier ministre et le roi Abdallah II durant une visite surprise le 16 janvier 2014. Le roi Abdallah de Jordanie a averti que si Israël donnait suite à ses projets d'annexion de certaines zones de la Cisjordanie, cela conduirait à un conflit massif avec son pays, n'a pas exclu de rompre l'accord de paix conclu entre Haman et l'État juif. Dans une interview publiée vendredi par l'hebdomadaire allemand Der Spiegel, Abdallah II a insisté sur le fait qu'une solution à deux États était la seule voie à suivre dans le conflit israélo-palestinien. Que se passerait-il si l'autorité nationale palestinienne s'effondrait? Il y aura plus de chaos et d'extrémisme dans la région. Si Israël annexait réellement la Cisjordanie en juillet, cela conduirait à un conflit massif avec le royaume hachémite de Jordanie, a-t-il déclaré, interrogé par son interlocuteur sur l'intention du Premier ministre Netanyahou de profiter de l'opportunité que Trump a créée pour s'emparer de grandes parties de la Palestine. Je ne veux pas faire de menaces et écrire une atmosphère à couteau tiré, mais nous envisageons toutes les options. Nous sommes d'accord avec de nombreux pays en Europe et avec la communauté internationale pour que la loi du plus fort ne s'applique pas au Moyen-Orient, a ajouté le roi, lorsqu'on lui a demandé si son pays, l'une des deux seules nations arabes avec l'Égypte à avoir signé un accord de paix avec Israël, pouvait suspendre ce traité. Donc là, nous voyons 15 janvier 2020, il y a quelques mois à Strasbourg. La Jordanie compte une importante population palestinienne et s'investit fortement dans la promotion d'une solution à deux États. Les dirigeants qui prônent une solution à un seul État ne comprennent pas ce que cela signifierait, a-t-il déclaré à l'hebdomadaire allemand. Les commentaires du roi font écho aux remarques qu'il avait formulées dans une interview de septembre 2019, avertissement qu'une annexion de la Cisjordanie aurait un impact majeur sur les relations israélo-palestiniennes. À l'époque, il n'avait pas menacé de rompre les liens diplomatiques. Rompre les liens diplomatiques, ça annonce rien de bon, effectivement, ça annonce peut-être un conflit massif, bien sûr. Plus récemment, pour terminer, le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi, aurait exhorté ses homologues de plusieurs pays à dissuader Jérusalem de ses projets d'annexion. Leur mise en œuvre serait dévastatrice, marquerait la mort d'une solution à deux États et pourrait avoir des conséquences explosives pour la région, aurait-il averti. Mais là encore, aucun mot sur la fin de l'accord de paix. Donc, cette colonisation, dans ce contexte géopolitique tendu, nous avons une volonté chinoise vis-à-vis d'Israël d'une coopération plus importante. Et quelques jours après le départ de la visite, encore une fois, du secrétaire américain Mike Pompeo, le nouvel ambassadeur de Chine, Du Wei, est retrouvé mort à son domicile dans d'étranges circonstances. L'article de Express, frexpress.com,
bien sûr, décrit la situation de manière absolument remarquable. L'ambassadeur de Chine en Israël, découvert mort dans sa résidence, il y a à peine quelques jours. C'est quand même assez intéressant comme information dans ce contexte géopolitique extrêmement tendu. Alors, en gros, hein, par rapport au premier article d'Alter Info, au niveau de ce texte de Thierry Messin, effectivement, voilà, les choses sont claires, c'est anglo-saxon. Voilà, l'information est claire, c'est pour dire aux Chinois, voilà, c'est notre colonisation, donc ne viens pas nous embêter. Donc, les Chinois viennent par rapport à Israël, mais on sait très bien que c'est une colonie anglo-saxonne. Donc là, c'est une information très claire hein, qu'on a donnée. En tout cas, on a envoyé un message clair aux Chinois. L'ambassadeur de Chine en Israël, Zhu Wei, a été découvert mort dimanche matin dans sa résidence en banlieue de Tel Aviv et la police a découvert une enquête selon le porte-parole de la domicile israélienne. Son décès, dont la cause n'a pas encore été déterminée, intervient peu après que Mike Pompeo ait exhorté l'État hébreu allié des États-Unis à limiter les investissements chinois sur son sol lors de sa visite en Israël. Dimanche, les policiers israéliens s'affairaient dans la résidence officielle de l'ambassadeur en banlieue de Tel Aviv à Herzliya. Il n'y aura aucun signe de violence selon les premières indications. La police a dit ne pas en savoir davantage à ce stade sur les causes possibles du décès du diplomate dont la femme et le fils n'étaient pas en Israël avec lui. Ce qui conduit les enquêteurs à croire dans un premier temps que Douai serait décédé d'une crise cardiaque. C'est étrange quand même, non? L'ambassade de Chine, à chaque fois qu'on veut faire ce genre de choses, voilà, c'est souvent des crises cardiaques ou des choses comme ça. L'ambassadeur de Chine a toutefois déclaré qu'elle ne pouvait pas encore confirmer ces informations. Zhu Wei est âgé de 57 ans et est arrivé en Israël pour occuper sa nouvelle fonction en février, après avoir été l'ambassadeur chinois en Ukraine. Quelques jours avant sa mort, elle s'était confiée à un journal de la place sur la résilience du peuple chinois et israélien. Nous avons beaucoup à nous offrir et nous avons beaucoup à accomplir grâce à notre coopération. Dans une déclaration sur le site web de l'ambassade, il avait exprimé une première prise de décision, évoquant une coopération potentielle entre Chine et Israël. L'ambassade de Chine en Israël s'est engagée à promouvoir l'amitié et la coopération entre les deux pays. Sa mission s'inscrivait dans le cadre d'un accroissement des investissements chinois en Israël. Ça peut sembler être comme pas une colonisation chinoise, mais voilà, c'est le terrain des anglo-saxons, donc les Chinois ne peuvent plus. Bien évidemment, les États-Unis avaient notamment fait sentir avec insistance à Israël leurs inquiétudes devant la part grandissante des investissements chinois dans le domaine des infrastructures et dans des secteurs sensibles comme la haute technologie. C'est d'ailleurs dans ce cadre que la visite éclair en semaine du chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, avait eu lieu. Pour terminer ces 3 derniers paragraphes, hein, en ces 8 heures de visite, les responsables du département d'État ont déclaré qu'un des principaux sujets de discussion avait porté sur les préoccupations de Washington concernant les relations commerciales d'Israël avec la Chine, citant son manque de transparence et ses pratiques commerciales problématiques. Oui, effectivement, là, on est en guerre commerciale avec la Chine et les États-Unis et ils voient d'un mauvais œil, bien sûr, leur envie d'approfondir les relations avec Israël, bien sûr, pour la Chine. La Chine a attaqué vendredi l'administration américaine qui considère les investissements de Pékin en Israël comme une menace et qui a accusé le pays asiatique d'avoir caché des informations sur le coronavirus et entravé les efforts internationaux de lutte contre la maladie. Dans une déclaration publiée vendredi, l'ambassade de Chine en Israël déclarait que les accusations étaient absurdes et a espéré que ses amis juifs en Israël réussiront non seulement à vaincre le virus, mais aussi le virus politique. Une référence apparente aux accusations portées contre Pékin par le secrétaire d'État américain Mike Pompeo lors de son passage en Israël. Nous avons 4 autres onglets justement sur la crise au Liban, le retrait américain du traité du ciel, sur Karlsruhe, le tribunal de Karlsruhe contre la BCE, et puis le franc CFA, la fin d'un symbole ou la fin d'un symbole, ou alors est-ce que c'est toujours la même chose déguisée. Donc je vous remercie, je vous dis juste après pour ces 4 derniers onglets. Merci à vous et à tout de suite. Me revoilà dans cette seconde partie de cette deuxième partie de la revue de presse consacrée à la géopolitique et l'économie, avec une autre crise au Moyen-Orient, c'est celle du Liban, malheureusement, avec les prémices d'une guerre civile face à la faillite économique
Et de ce fait, le chef de la Banque centrale dénonce l'absence de réforme relatée par un article de Tendance Ouest, hein, intéressant.com. Crise au Liban, le chef de la Banque centrale dénonce l'absence de réforme, hein, critiquant en plein marasme économique au Liban. Le gouverneur de la Banque centrale, Riyad Salamé, a affirmé vendredi que la non-adoption de réformes par les gouvernements successifs était à l'origine de l'aggravation de la crise marquée par un regain de la contestation populaire. Voyons du 29 avril 2020. Depuis 2019, le Liban est confronté à une crise économique aiguë de la Banque centrale du Liban a été incapable d'enrayer une forte dépréciation de la livre libanaise face au dollar. Les difficultés économiques ont été l'un des déclencheurs en octobre 2019 d'un soulèvement inédit contre la classe politique accusée de corruption et d'incompétence. Les restrictions imposées face au nouveau coronavirus ont accentué la crise lundi et mardi. Et malgré le confinement, les Libanais sont descendus dans la rue, surtout à Tripoli au nord, pour crier leur ras-le-bol face au pouvoir et à la hausse vertigineuse des prix. Les heurts entre manifestants et soldats ont tué un manifestant et blessé 50 selon des secouristes. 40 militaires ont été blessés selon l'armée. Mercredi, quelques centaines de manifestants se sont rassemblés dans une banlieue de Tripoli, bloquant une avenue pour protester contre des arrestations menées la veille par les forces de l'ordre. Depuis plusieurs jours, M. Salamé est critiqué par des hommes politiques, mais aussi par le gouvernement pour ses politiques monétaires. Et lui, il répond justement faute de réforme. C'est tout à fait logique. Lors d'une rare allocution télévisée, il a cherché à se dédouaner en remettant la balle dans le camp du gouvernement. La Banque centrale finance, l'État a souligné M. Salamé, tout comme des institutions internationales ou financières ont apporté des aides parce qu'il y avait des promesses de réforme de la part de l'État. Ces promesses ne sont pas concrétisées pour des raisons politiques, a-t-il poursuivi, pointant du doigt les crises à répétition avec des vacances à la présidence ou au gouvernement qui ont duré plusieurs années parfois. Je ne sais pas s'il y avait vraiment une volonté de réforme, mais je sais que la Banque centrale, elle les a toujours réclamées, a-t-il martelé, tromper l'opinion publique. Au Liban, environ 45% de la population vit désormais sous le seuil de pauvreté selon des estimations officielles. La crise la pire de l'histoire du pays depuis la guerre civile 75-90 s'est amplifiée avec les mesures adoptées pour enrayer la propagation du nouveau coronavirus qui ont mis à l'arrêt l'économie avec la fermeture des commerces et des restaurants par exemple. Les autorités ont officiellement recensé 721 patients atteints de la maladie Covid-19 dont 24 décès. Le gouvernement planche sur un plan de relance économique qui pourrait être finalisé mercredi en vue de son adoption prochaine selon une source gouvernementale. Le Premier ministre Hassan Diab avait critiqué la semaine dernière la performance de la Banque centrale annonçant un audit des finances de l'institution. À la Banque du Liban, il n'y a pas d'informations tues et dire le contraire, c'est avoir pour but de tromper l'opinion publique, a réagi M. Salamé. Il a assuré que les réserves en devises étrangères de l'institution s'élevaient à un peu plus de 20 milliards de dollars. Son institution n'a pas réussi à enrayer la dépréciation de la livre libanaise dans les bureaux de change, où la monnaie locale a dépassé le seuil des 4 000 livres pour 1 dollar, tandis que le taux officiel est 1,507 livres et est resté inchangé. La livre libanaise est indexée sur le dollar depuis 1997. Pour terminer, pas de haircut, ces derniers jours, plusieurs banques ont été incendiées ou saccagées, notamment à Tripoli, bien évidemment, c'est un contexte de guerre civile. Depuis octobre 2019, les banques accusées par la rue de complicité avec le pouvoir politique sont dans le viseur des contestataires. Elles ont imposé des restrictions draconiennes sur les retraits en dollars avant de les arrêter complètement en mars et d'interdire les virements à l'étranger. Donc on a une sorte de cluster économique, finalement dans le mauvais sens, hein, au Liban. Donc c'est comme s'ils étaient confinés économiquement, quoi. C'est terrible. Ces derniers mois, les craintes d'un haircut, mesures financières consistant à ponctionner une partie des dépôts de clients, se sont ravivées. Le haircut n'est absolument pas nécessaire, il n'y a aucune raison de l'adopter, a assuré monsieur. Salamé, il vaut mieux, parce que là, on sera vraiment dans une situation très 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 catastrophique. Alors après cette séquence géopolitique, bien sûr, le retrait américain. L'administration Trump met fin à un traité très important vis-à-vis de la Russie, notamment celui du ciel voilé, hein, bien évidemment, du ciel ouvert, ciel voilé. Ciel voilé, c'est plutôt le site internet, mais ciel ouvert,
justement, et menace le contrôle des armes nucléaires et la sécurité des pays baltes sur meta-défense.fr. Un document intéressant dont je vais lire la quintessence pour voir ce que ça nous dit. Tiens. Alors, la semaine dernière, le New York Times annonçait que l'administration Trump souhaitait retirer les RSA du traité Open Skies si cet accord international joue désormais un rôle mineur dans le contrôle des armes. Il reste hautement symbolique et contribue directement à la sécurité des alliés des États-Unis, notamment les pays baltes. Pour la Maison-Blanche, le retrait américain se justifie par le manque de transparence et les violations répétées de la Russie vis-à-vis des accords de ciel ouvert. Comme nous l'avons évoqué dans notre précédent article à ce sujet, en pleine année électorale et alors que Donald Trump se présente encore comme un négociateur international hors pair, le retrait d'Open Sky semble surtout préparé au retrait américain des accords New START qui limitent le nombre d'armes nucléaires détenues par les États-Unis et la Russie. Il me semble qu'on voit ça dans les The Economist avec le NPT, il me semble. Mais on verra ça après, c'est intéressant. Or, jusqu'à présent, les provocations de Trump visant à pousser Moscou à renégocier les traités ont toutes largement échoué. C'est quand même très intéressant. Alors, bien sûr, je vais en lire la quintessence. Alors, le traité Open Skies, un outil diplomatique, et le paragraphe, en autorisant une surveillance de moyens militaires adverses, il est ainsi possible de s'assurer que des mouvements de troupes ou de matériel correspondent bien à la conduite d'exercice et non pas à des préparations de guerre ou d'invasion. En apportant de la transparence, OpenSky doit permettre d'éviter les erreurs d'interprétation pouvant mener à des tensions, des crises ou des conflits ouverts. C'est quand même assez important. Les limites d'Open Skies, justement, assez intéressant. Alors, le site a du mal, voilà. Les limites d'Open Skies. Je descends. Le site a un peu de mal. Donc je vais laisser comme ça parce que c'est compliqué. Pour l'administration américaine, les écarts russes semblent suffisants pour justifier un retrait du traité. Washington précise également que les survols russes du territoire américain auraient permis à Moscou de récupérer des données sur des cibles civiles pouvant être victimes de frappes conventionnelles ou de cyberattaques. C'est quand même important. On a vu ce qui s'est passé avec le général iranien, mais ça c'est par rapport aux États-Unis pour le coup. Retrait d'Open Skies, alors je vais lire le dernier paragraphe ici. La situation est d'autant plus grave qu'un retrait d'Open Skies fin 2020 devrait être rapidement suivi par le retrait américain des accords New START. C'est très important ça, négocié par l'administration Obama. Faisant suite aux accords START de la guerre froide, New START a pour but de limiter le nombre d'armes nucléaires déployées par les forces américaines et russes. La continuation de New START par les États-Unis aurait ainsi été conditionnée par l'intégration de la Chine dans les accords. Une attitude qui démontre autant la volonté de Trump d'augmenter la pression sur Pékin que sa méconnaissance totale des sujets stratégiques. C'est quand même assez intéressant cet article de métadéfense, vraiment. Alors bien sûr, au niveau économique, le tribunal de Karlsruhe, bien évidemment, contre la BCE, quelle signification pour l'Allemagne et l'Union européenne, ça. Un très bel article de Yves Bertoncini et de Pierre Virgilio d'Astoli, du 15 mai, sur le site tourillon.org. C'est un article vraiment très éclairant qui nous explique cette situation. Je vais lire la quintessence sur Karlsruhe et la Banque Centrale Européenne. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est une information extrêmement importante pour la suite de l'Union européenne, dont François Asselineau, bien sûr, de l'UPR, a réagi aussi. C'est très important. Le récent arrêt du tribunal constitutionnel allemand, BVRFG, pour synthétiser, relatif au programme de QE, Quantitative Easing, l'imprimante, bien sûr, lancée en 2015 par la Banque centrale, suscite de nombreux commentaires et analyses dans nos deux pays et partout en Europe. Il nous semble essentiel de bien discerner la signification juridique et politique d'un tel arrêt pour l'Union européenne et pour l'Allemagne, afin de clarifier les enjeux de la crise en cours.
la BCE continuera à agir en pleine indépendance conformément au traité communautaire. On a beaucoup glosé sur le dispositif du récent arrêt du tribunal de Karlsruhe plutôt que sur son contenu qui ne conclut pas à l'illégalité du QE. Il est donc important de rappeler que ce programme a atteint les objectifs de politique économique qui avaient été établis par la BCE en l'absence d'une action suffisamment ambitieuse des autres institutions européennes. Il a eu pour but de faire sortir l'Union européenne de l'eurozone d'une crise asymétrique qui frappait plus les pays de la périphérie de la zone euro en appliquant d'une façon correcte le principe de proportionnalité aux caractéristiques de cette asymétrie. La décision de Karlsruhe n'aura aucun effet sur les relations entre le tribunal et la BCE. Les juges en toge rouge allemands resteront sur leur faim, comme le confirment les réactions des institutions européennes et le silence gêné de la Bundesbank et des autres institutions allemandes. Cet arrêt offre la possibilité de rappeler que la Banque centrale européenne, seule institution européenne ayant une personnalité juridique propre, est indépendante dans l'exercice de ses fonctions. Cette indépendance a été soulignée par le traité de Lisbonne, mis en place par Sarkozy. Alors comme nous avons voté non, on est bien d'accord, bien que plus dans le projet de traité constitutionnel afin de rejeter la tentative maladroite de l'affaiblir par le gouvernement italien de l'époque. C'est tout à fait logique puisqu'on était contre. La majorité des Européens étaient contre, je pense. La Constitution européenne, on a un gouvernement italien qui tente de l'affaiblir. La BCE est plus indépendante que la Bundesbank, dont elle s'inspire pourtant. Elle est en effet indépendante sans équivoque au terme des traités européens, tandis que la Bundesbank n'est qu'autonome dans le système fédéral allemand et non totalement indépendante. Bien sûr, je vais lire le dernier paragraphe de ce premier roman, c'est quand même assez intéressant. Nous ne devons pas surestimer les conséquences de l'arrêt de Karlsruhe sur l'action de la BCE, de la SEBC, puisque nous sommes convaincus que, comme l'a indiqué Christine Lagarde, la Pandemic Emergency Purchase Programme, lancée pour faire face aux effets de la crise du Covid-19, sera mise en œuvre selon les orientations décidées à la majorité par le directoire de Francfort. Et également que le principe de proportionnalité sera appliqué si les conséquences de la crise seront asymétriques, mais il sera mis à jour, celles deviendront asymétriques. L'arrêt du tribunal constitutionnel du Karlsruhe traduit un malaise politique allemand qu'il faut traiter sur le terrain politique. Et c'est intéressant, je vais lire les deux paragraphes ici. Sur le deuxième mot, intéressant. Le problème soulevé par le récent arrêt du tribunal constitutionnel allemand n'est pas tant juridique que politique. C'est donc aussi sur le second registre qu'il faut se situer à apporter les clarifications nécessaires en Allemagne et en Europe. Paragraphe très important. Cet arrêt traduit en effet un malaise allemand qu'exprime aussi l'AfD sur le plan partisan et qui est lié aux énormes ajustements des règles de fonctionnement de la zone euro au regard du contrat de mariage initial signé à Maastricht. N'oublions pas en effet que le traité de Maastricht ne prévoyait pas du tout qu'il faudrait venir en aide à des pays en difficulté, comme les Européens l'ont fait pour l'Irlande, la Grèce, le Portugal et Chypre. Ce traité excluait même une telle aide. La solidarité déployée par les Européens a donc suscité un trouble réel et de profondes oppositions en Allemagne qui ont conduit à la saisine du tribunal de Karlsruhe par plus de 35 000 épargnants, saisine à l'origine du conflit actuel. Important. C'est cet euroscepticisme rétif à la solidarité exercée par la BCE et l'UE qui fait aujourd'hui obstacle à la mutualisation européenne des dettes nationales, alors qu'elle serait très utile, effectivement. C'est donc cet euroscepticisme qu'il s'agit de réduire en apportant aux Allemands des garanties en matière de responsabilité et de réforme dans les pays en difficulté, y compris après la crise du Covid-19. Alors, troisièmement et dernièrement, ouvrir le scaphandre de Karlsruhe de la communauté sui generis à la communauté fédérale. Premier et troisième paragraphe, c'est quand même assez important et très intéressant. Il ne faut pas sous-estimer le vrai objectif des juges de Karlsruhe qui ont visé la BCE Francfort pour frapper Luxembourg, la Cour de justice de l'Union européenne, dans une guérilla judiciaire qui s'est intensifiée après le traité de Maastricht en 1993 et qui a vu chaque fois la victoire de Luxembourg sur la défaite du tribunal. Dans leur guérilla contre la Cour de Luxembourg, les juges de Karlsruhe insistent sur un point qui est essentiel pour nos mouvements européens et qu'il est difficile de contester. L'Union européenne n'est pas encore une fédération, même si elle en contient des éléments tels que le pouvoir monétaire absolu de la BCE et la SEBC. Cette situation ambiguë diffère
celle qui est établie par la loi fondamentale allemande et son article 31 selon lequel le droit fédéral prévaut sur le droit des Länder. Et la Constitution des États-Unis d'Amérique, dans l'article 6 stipule que la Constitution sera la loi suprême du pays et les juges de chaque État y seront liés malgré des dispositions contraires des institutions et des lois des États. C'est vraiment très 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 important de comprendre ce qui s'est passé par rapport au cacheroux. Là, pour le coup, cet article de tourillon.org explique tout. C'est un fabuleux article, bien évidemment, je vous invite à lire l'intégralité. Comme ça, il n'y a aucun souci, vous allez tout comprendre le fond de l'affaire. C'est quand même important de rester vigilant. Alors, pour terminer, vue du Burkina Faso sur courrierinternational.com, un article aujourd'hui au Burkina Faso, franc CFA, fin d'un symbole colonial ou changement de façade. C'est quand même intéressant. C'est une information qui vient de tomber. En France, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi mercredi 20 mai, donc avant-hier, non, il y a une semaine et demie plutôt, mettant officiellement fin au franc CFA en Afrique de l'Ouest. Si ce journal burkinabé, ils voient un symbole important, ils regrettent que le lien entre la France et l'éco, qui succédera au franc CFA, ne soit pas totalement rompu. 25 décembre 1945, 20 mai 2020. Début de requiem pour le franc CFA. Le gouvernement français a adopté un projet qui, selon lui, met fin aux descendants de l'ancien franc des colonies françaises d'Afrique. Un décret a acté sa naissance. Ce sera finalement par une loi que ce symbole de l'arrimage de l'Afrique de l'Ouest à son ancien colonisateur poussera son dernier souffle de vie. Il faudra donc attendre que ce projet soit adopté dans sa forme exécutive par l'Assemblée nationale. Ce 20 mai, à l'Élysée, lors du Conseil des ministres, le projet de loi entérinant la disparition du franc CFA de son remplacement par l'éco. Donc effectivement, on pouvait se dire que l'éco pouvait même arriver au début de l'euro, si on est logique dans le raisonnement, puisque le franc CFA n'a plus lieu d'être, puisque le franc par France n'existe pas. Donc c'est quand même entre 2002 et 2020, donc c'est quand même 18 ans après qu'il y a un changement. Donc on voit bien tous les bénéfices que ça a eu pour la France. Et effectivement, avec des présidents africains qui s'adossent à l'euro, plus logiquement, parce que je ne vois pas pourquoi ce sera par rapport au franc, parce que le franc n'est plus en France. Donc, est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est une suite logique par rapport à la France? Oui. Les Africains, oui, ils veulent plus d'émancipation, c'est sûr, mais c'est compliqué, effectivement. Faut pas non plus rêver. Il faut plus de mouvements, plus de choses. Mais c'est bien déjà qu'on s'informe. Voilà. Après, il faut des chefs d'État aussi qui soient dans le mouvement. C'est beaucoup trop compliqué. Notamment en Côte d'Ivoire avec Alassane Ouattara, avec ce qui s'est passé. C'est trop compliqué. Suite logique de ce qui avait été décidé dans la capitale ivoirienne il y a justement 5 mois pour substituer le CFA par l'éco. C'est un symbole assez important et un tournant dans l'histoire de l'ensemble de ces pays avec les colonies dont les histoires sont entremêlées depuis plusieurs décennies. Les représentants de la France quitteront les instances où sont prises les grandes décisions concernant la monnaie ouest-africaine. Par ailleurs, ce nom qui rappelle immanquablement cette relation de tutelle sera changé pour donner sans doute place à l'éco, qui fait écho à l'euro. Désolé pour ce petit contretemps, je continue. Les réserves de change de la BCEAO ne seront plus obligatoirement déposées au Trésor français, comme cela se faisait pendant plusieurs années. Humain, survivance, lien qui ne passe pas. La partie anglophone de la CEDEAO n'a pas digéré outre mesure l'arrimage de la future monnaie de l'euro, encore moins la garantie que devra constituer la France. Il est évident que même si la racine principale, notamment le symbole, est rompue, ces racines adventives demeurent des obstacles à la déclaration d'une fin totale du franc CFA et encore plus à la célébration de ses obsèques. Pardon, excusez-moi. En Afrique, la survivance de ces liens entre la France et la future monnaie ne passe pas et ne passera pas. Les dirigeants africains qui accepteront donc de se mettre sous la bannière de l'éco avec cette survivance devront donc par conséquent s'apprêter à faire avec le grognement d'une opinion africaine qui est en train de grandir et qui réclamera désormais des comptes à court ou moyen terme sur ceux qui prétendent décider de sa destinée. Mais si cette césure quasi paternaliste est souhaitée, si les Africains posent d'intempestifs cris d'orfraie contre le lien ombilical et pavoient sur cette coupure annoncée,
Sont-ils seulement conscients qu'un des piliers de ce tutorat demeure? La parité de l'écho reste garantie par la France, qui demeure l'assureur tout risque de ses ex-précarés. Autant dire que si le nom change, si les Français quittent les instances décisionnelles de la BCAO et que les fameuses réserves de change seront déposées là où le souhaitent les Africains, la soutenabilité de l'euro reste toujours de l'éco reste toujours arrimée à l'euro. À la France qui en est la garantie. N'est-ce pas toujours un lien? Le symbole visible, l'acronyme CFA et sa signification s'éclipse, mais le lien, pour le moment, insécable reste. Car un écho flottant, apparemment, n'est pas encore à l'ordre du jour. Peut-être à la prochaine génération, Ahmed Bambara. Très bel article. Premier article burkinabé, bien sûr, de Courrier International. Bien sûr, alors, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout pour cette deuxième partie. Une troisième partie consacrée à l'environnement et à l'industrie notamment, avec énormément aussi d'informations, bien sûr. Merci pour vos commentaires par avance, très important et très intéressant. Je vous remercie pour vos abonnements. C'est très gentil à vous, c'est très important, très intéressant. Et puis vos pouces levés pour le référencement et vos partages sont toujours importants et intéressants aussi. Donc, moi je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout et à la prochaine, merci.